Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de Plus on est de fou, plus on lit en version de 120 minutes, une émission qui vous parvient en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs, le journaliste Nicolas Titley, d'abord responsable du segment L'actualité, vu par les livres, qui est de retour parmi nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Louise. Alors, au lendemain de l'attentat de Québec qui aurait fait 6 morts et 19 blessés hier soir au Centre culturel islamique à Québec, dans le quartier de Sainte-Foy, nous allons nous intéresser au décret anti-immigration de Donald Trump. Oui. Nicolas, signé vendredi et perçu par beaucoup d'observateurs comme un décret anti-musulman puisqu'il se concentre sur des pays où la religion musulmane est majoritaire comme l'Iran et l'Irak, au travers notamment du livre de Peter Schrag paru en 2010, Not Fit for Our Society. C'est un journaliste et professeur invité à Berkeley. Une vision aussi du nativisme en Amérique. Hein? Oui, en fait, on parle beaucoup du décret sans précédent de Donald Trump. Or, ce que montre Schrag dans son livre, c'est que historiquement, en fait, même d'avant la fondation des États-Unis, depuis la colonie, en fait, il y a eu cette idée de l'autre, de l'étranger qu'il fallait repousser hors de nos côtes. Donc, il y a eu de nombreux décrets, de nombreuses lois qui sont bien documentées dans ce livre-là, qui est absolument fascinant et un petit peu inquiétant. Merci, Nicolas. L'actualité vue par les livres et plus. Le décret qui interdit l'entrée aux États-Unis de réfugiés ressortissants de Somalie, de Libye, de Syrie, d'Iran, d'Irak, du Yémen et du Soudan fait l'objet, depuis son annonce vendredi dernier, d'un feu nourri de critiques. Il va sans dire sur tous les fronts que M. Trump tente maintenant de calmer depuis quelques heures, accusant les médias de colporter de fausses informations. Le président Donald Trump assure que son décret qui ferme les frontières des États-Unis à certains réfugiés étrangers ne vise pas spécialement les musulmans. Hier soir, sur les ondes de RDI, quelques heures à peine après l'attentat de Québec qui a provoqué la mort de 6 personnes et qui en a blessé 19 autres au Centre islamique de Québec, Amir Kadir, député du Parti Québec solidaire, a fait, lui, le lien entre l'attitude du gouvernement de Donald Trump envers les musulmans et les motivations du tueur, puisqu'il y aurait un seul tueur selon les informations les plus récentes à Québec. Pour mieux comprendre les origines et la portée de ce décret sur l'immigration, Nicolas Titley, d'abord un livre, Not Fit for Our Society, écrit par Peter Schrag, paru en 2010 chez California Press. Peter Schrag est journaliste. Il est professeur invité à l'Université de Berkeley, à l'Institut des études d'ailleurs gouvernementales. Alors, il trace un portrait de cette Amérique, Nicolas Titley, qui est nativiste. On pourra expliquer le mot depuis longtemps, comme vous le disiez en ouverture d'émission. Absolument, parce que plusieurs personnes ont dit du fameux décret de Donald Trump qu'il était sans précédent, qu'il était anti-américain, anticonstitutionnel et contraire à tous les principes de ce pays qui a été bâti, faut-il le rappeler, sur l'immigration. La Statue de la Liberté demeure encore ce grand symbole. Hein? Give us your poor, your tired, your huddled masses. Donc, on accueille les gens de tous les pays à Ellis Island depuis des décennies. Et ce que prouve le livre, en fait, de Peter Schrag, c'est qu'il y a ce sentiment nativiste que vous avez évoqué, on va expliquer le mot, existe depuis, en fait, prédate la fondation de la République. Même depuis la colonie, il y a eu ce sentiment de cette idée de préserver une certaine pureté, sinon de la race, à tout le moins de l'idée de ce qu'est un Américain et de ce qu'est l'américanisme. Alors, le nativisme, c'est une idéologie politique qui s'applique seulement dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, qui ont été des pays d'immigrants, construits par l'immigration. Mais le nativisme soutient qu'il y a une limite à l'immigration. Donc, les premiers immigrants sont les vrais citoyens. Et tous ceux qui s'ajoutent, il y a une limite à un moment donné qu'on ne doit pas dépasser. Et ceux qui s'ajoutent sont des indésirables. Évidemment, cette ligne-là bouge dans le temps. C'est très ambigu. Là. Et absolument. Et il y a les immigrants d'hier sont les citoyens d'aujourd'hui. Et ce qui est assez fascinant, et on le voit à la lecture de ce livre-là, c'est qu'un immigrant pousse l'autre. On est toujours le noir de quelqu'un, on est toujours l'Irlandais de quelqu'un, le Juif de quelqu'un. Donc, ça se pousse. En ce moment, évidemment, toutes les suspicions sont tournées vers les gens de confession musulmane et aussi vers les Mexicains, qu'on appelle beaucoup aux États-Unis, on les appelle même plus des Mexicains, on dit des illégaux, parce que plusieurs d'entre eux sont des sans-papiers. Donald Trump, depuis le début de sa campagne, et en particulier depuis son investiture, a répété des mots qui donnent froid dans le dos à ceux qui connaissent l'histoire, et Peter Schrag en fait partie. Il a dit, par exemple, il dit, à partir de dorénavant, ce sera
America First. Oui, bien sûr. Et c'était son slogan principal lors de sa campagne à l'investiture du parti. Make aussi. America Great Again était son premier slogan, mais là, il répète America First, America First. Oui. Et pour les gens qui connaissent l'histoire, c'est une phrase qui est absolument terrifiante parce que elle vient d'un mouvement qui date des années 30 et qui a été lancé par un homme qui s'appelle Gerald L.K. Smith, qui était un preacher de l'Arkansas, qui en 1936 a lancé une campagne qui visait à contrer l'influence toxique, disait-il, des Juifs, des syndicats et des mouvements des droits civiques pour la libération des Noirs. Donc, lui, il est à l'origine de ce qui s'appelait le Christian Nationalist Crusade. Il y a eu un parti du même nom. Il a lancé une publication ultra-nativiste qui s'appelait The Cross and the Flag, la croix et le drapeau. Ouais. Et il a lancé un parti qui s'appelait le America First Party. Donc, comme je le disais, les gens qui sont des étudiants et qui connaissent, même peu importe, des citoyens concernés qui connaissent l'histoire, ont très, très peur d'entendre Donald Trump faire appel à ce genre de rhétorique. De rhétorique. On sait que que sa rhétorique est construite par Steve Bannon, qui l'a fait stratège en chef à la Maison-Blanche. Steve Bannon, rappelons-le, Nicolas Titley, qui s'est fait connaître par Breitbart News, une espèce de blog nationaliste suprémaciste, d'ailleurs. Oui, nazi, on peut le dire. Parce, en fait, si on se fie aux commentaires, moi, je suis allé voir tout de suite après les attentats de Québec, je suis allé voir sur Breitbart News, par exemple, et la plupart des lecteurs parlent en fait d'un coup monté de la part des musulmans destiné à salir vraiment l'image des Blancs nord-américains. Donc, cette idée de pureté de la race, je le disais, elle est là, et elle est là depuis les tout débuts. Le titre de l'ouvrage dont je parle aujourd'hui, Not Fit for Our Society, ça vient en fait du gouverneur John Winthrop, qui en 1637, là on est à l'époque vraiment pré-république, dans la colonie au Massachusetts, va juger une femme qui était, un peu sorcière, un peu sage-femme, et il lui dit, elle s'appelle Madame Hutchinson, il lui dit, vous êtes bannie de notre colonie car vous avez été déclaré inapte. Donc, unfit for our society. Vous êtes une tâche dans cette... Donc, cette idée de pureté, l'idée de l'Amérique qui est un nouveau pays qu'on allait construire, mais qu'on allait construire sur des bases nouvelles où on aurait une espèce d'homme nouveau qui serait supérieur, évidemment, d'origine nordique. Donc, il y a eu toutes sortes de lois. D'abord, qui visaient les Irlandais, en grande majorité. Les catholiques ont été longtemps les ennemis parce qu'on les soupçonnait d'allégeance à une puissance étrangère. D'ailleurs, John Jay, qui a été l'un des premiers juges en chef de la Cour suprême des États-Unis, avait changé la Constitution de New York pour qu'il y ait un serment d'allégeance aux États-Unis et qui force donc tout immigrant à renoncer à un pouvoir externe, mais ça visait explicitement les catholiques parce qu'on supposait que les catholiques étaient des traîtres potentiels parce qu'ils avaient une allégeance envers le Vatican, qui est un État en fait. Oui, donc on se disait toujours, et ça a perduré dans l'histoire américaine jusqu'à l'élection de Kennedy. Il y a encore des gens qui doutaient, le premier président catholique, seul d'ailleurs. Et de toute l'histoire. Hein? Oui, plusieurs personnes qui se disaient, mais est-ce qu'il va être plutôt soumis au Vatican ou à l'État américain? Et c'est la même chose qu'on reproche aujourd'hui aux musulmans. On dit, est-ce que leur allégeance va d'abord à l'islam avant l'Amérique? Donc c'est un discours qui revient et qui, au fil des ans, il y a eu des lois, plusieurs lois ultranativistes qui ont touché, par exemple, les Orientaux. Les Chinois ont été victimes de discrimination horrible jusqu'au milieu du 20e siècle. Ça a été remplacé par la haine des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les camps d'internement aux États-Unis. Mais, je le disais, il y a des peuples qui... On est toujours le noir de quelqu'un. Il y a des peuples qui étaient les ennemis, les indésirables. Les Juifs d'Europe de l'Est, notamment, les Italiens, les Irlandais, étaient très, très mal vus. Or, au fil des ans, ils ont été blanchis. Que serait Hollywood sans les Juifs? Non, mais ils ont été blanchis, ils ont été américains. C'est ça qui est ironique dans ce discours. Mais le cas des Juifs est intéressant parce qu'il y a eu une assimilation volontaire, dirons-nous. Les gens ont changé leur nom, par exemple, ont abandonné leur nom d'origine à consonance est-européenne et ils se sont intégrés. Donc, les Juifs, les Italiens et les Irlandais, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, ce sont des Américains et qui ont des réflexes eux-mêmes nativistes et qui vont démontrer un certain racisme envers d'autres nouveaux arrivants qui seront haïtiens, qui seront cubains, mexicains. Et le livre fait vraiment
toute l'histoire et fait des allers-retours aussi entre passé et présent. Dans l'introduction, entre autres, il parle de Tom Tancredo, qui, il y a quelques années, en 2008, c'était un représentant au Congrès républicain et qui citait, avec beaucoup d'effusion, son grand-père sicilien qui était arrivé et il le sous-entendait. Ça, c'était à l'époque où il y avait des bons immigrants. Les bons immigrants qui ont travaillé à la sueur de leur front et qui ont construit l'Amérique. Or, ce que M. Tancredo oubliait, c'est qu'à l'époque où son grand-père est arrivé, il faisait partie des indésirables. Or, aujourd'hui, Tancredo, évidemment, sa haine allait envers les Mexicains et tout ça. Donc, tout ça se déplace comme ça dans le temps. Les lois changent, mais il y a eu des lois vraiment très, très restrictives qui ont été aussi dans le 20e siècle amplifiées par la pseudo-science de l'eugénisme, entre autres, où on a tracé tout d'un coup une espèce de hiérarchie des races, ce qui fait que les Asiatiques, par exemple, ont fini par être tolérés parce qu'ils étaient très, très élevés sur l'échelle des races, alors que les Noirs et les Mexicains étaient les plus paresseux. Bon, évidemment, c'est la pseudo-science effroyable, mais ça a servi à des mouvements comme l'eugénisme qui ont influencé, entre autres, le nazisme. Bien, complètement. Henry Ford était un grand adepte de tout ça. Charles Lindbergh. Margaret Sanger, la fondatrice de Planned Parenthood, celle qui a permis la légalisation de l'avortement, entre autres, était elle-même l'invention de la eugéniste. pilule, hein? Donc, c'est vraiment fascinant de revenir dans toute cette histoire-là, de voir qu'on a toujours démonisé des gens qu'on soupçonnait d'être inassimilables. Et c'était le cas les catholiques. On disait, vous ne pourrez jamais vous assimiler à cette idée que nous avons de la démocratie aux États-Unis. C'est exactement ce qu'on dit des musulmans en ce moment, qu'ils ne pourront jamais être de vrais Américains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure? C'est-à-dire, on a besoin d'un étranger pour déterminer ce qui est un Américain? Oui. C'est-à-dire que c'est comme à la base, tu as tout le temps besoin d'un ennemi pour te définir. Absolument. C'est très juste. Et ce qui se passe avec les Mexicains en ce moment, c'est vraiment intéressant parce que dans les États limitrophes du Mexique, la Californie, le Texas, entre autres, les populations latino sont tellement grandes maintenant que c'est tout le tissu social américain qui est en train de changer. Donc, cette notion-là, et ces gens-là, contrairement aux Italiens, aux Juifs, aux autres, ne peuvent pas être blanchis parce qu'ils sont mexicains dans leur visage aussi. Donc là, ça change beaucoup la dynamique. Schrag est assez optimiste, il faut dire, c'est un gauchiste pro-immigration. Lui, il a l'impression qu'on s'en va vers quelque chose de mieux, mais cette démonisation, en fait, il parle en fait de l'immigration, du sentiment pro-immigration et du sentiment nativiste comme les deux parties de l'hélice de l'ADN, deux courants parallèles qui s'opposent et qui ne se touchent jamais. La chose qui lui donne peut-être raison dans ce positivisme, c'est la réaction énorme aux États-Unis face au décret anti-immigration de Donald Trump. Ça a été très important, des manifestations partout au pays. Alors, Not Fit for Our Society de Peter Schrag. Fascinant. Voilà, livre paru chez California Press. Parlons d'un reportage de Vice diffusé sur HBO le 24 avril 2015 intitulé Sweet Home Alabama. Oui, en référence à cette chanson célèbre. Oui, et en référence aussi à cette loi, parce que les États peuvent voter aussi des lois qui touchent à l'immigration. L'Alabama a voté des lois les plus restrictives concernant les immigrants illégaux, entre guillemets. Et l'idée était ça va être tellement difficile de vivre comme immigrant sans papier en Alabama que les gens vont quitter l'État. C'est exactement ce qui est arrivé. Presque toute la population d'employés qui travaillaient dans l'agriculture, en fait, parce que tous les gens qui ramassent les légumes et les fruits que vous mangez sont en grande partie des Mexicains ou des Sud-Américains et qui, pour la plupart, sont sans papier. Et là, on a chassé ces gens-là et là, il y a eu un vide incroyable et c'est ce que montre le reportage de Thomas Morton. On a essayé de trouver des Américains pour aller travailler au champ. Impossible. D'une part, ils sont incapables. Personne ne peut faire le travail que faisaient les Latinos. Et aussi, ils acceptent pas non plus les salaires. Donc, on est en train de se rendre compte, en Alabama comme ailleurs, que l'économie américaine dépend en grande partie de l'immigration légale et illégale et que les idées, le discours de Donald Trump est anti-économique et va finalement coûter. Cette idée, il dit on va imposer des tarifs mais ce sont les Américains qui vont payer l'augmentation du prix. C'est les Américains. Et Thomas Morton le dit dans son reportage. Il dit moi j'aime ça payer $7 pour un gigantesque melon d'eau chez Walmart et pour payer $7 pour un melon d'eau, j'ai besoin de Mexicains qui travaillent dans les champs. C'est un reportage qui est assez frappant, court, qui a été fait il y a 1 an et demi, vous disiez, mais 2015. Qui est encore vraiment d'actualité. Voilà, on va placer les références de ce reportage de Vice, évidemment, et ce livre de Peter Schrag sur notre site web. Merci, Nicolas Titley.